Boris Cyrulnik, bonjour, merci d'être avec nous. J'ai lu un petit peu avant évidemment de vous rencontrer et j'ai noté quelque chose, un point par lequel je voulais commencer. J'ai vu que pendant la Seconde Guerre mondiale, donc c'était le 10 janvier 1944, vous avez été arrêté, je crois que c'était à Bordeaux, donc par la Gestapo. Je vais vous demander comment vous avez vécu et surtout comment vous avez dépassé ce moment et cette épreuve, parce que je pense que ça a été une épreuve. Alors comment je l'ai vécu, je peux répondre en disant comment dans ma mémoire je me représente ce que j'ai vécu. J'ai pas de souvenirs, j'ai des souvenirs d'images très claires de mon arrestation, j'avais 6 ans et demi, il y avait la Gestapo française avec des revolvers, dans le couloir il y avait des soldats allemands et dehors la rue était barrée, c'était une rafle, j'avais 6 ans et demi. J'ai pas l'impression d'avoir eu peur, j'ai même l'impression d'avoir été très intéressé par un événement comme ça. Je me disais toute une armée pour m'arrêter moi, bon, je me suis dit je dois être très important. Comment on dépasse ce moment? Comment est-ce qu'on arrive à finalement ne pas à éviter le traumatisme que ça peut causer? Alors probablement j'ai quand même été un peu traumatisé puisque j'y pensais beaucoup, mais on ne pouvait pas en parler parce que pendant la guerre, si on disait qu'on était juif pendant la guerre, on était arrêté et on disparaissait. Et après la guerre, on ne pouvait pas en parler parce que la France a connu 40 ans de déni à cause de l'échec de l'armée française et à cause surtout de la collaboration. La plupart des Français étaient honteux que le gouvernement ait devancé les ordres nazis. Mais par bonheur, il y avait des justes, pour moi, c'est eux qui m'ont sauvé, et par bonheur, il y avait les résistants. Donc on a mis beaucoup la lumière sur les résistants parce que eux, ils étaient glorieux. Mais du coup, ça a fait 40 ans de déni où on ne pouvait toujours pas parler de ce qui s'était passé pendant la guerre. Et le virage anthropologique, on va dire, c'était 1980-85 avec le film Shoah. Plus tard avec Jacques Chirac qui a reconnu le crime du gouvernement de Vichy. Et là, on a pu redevenir entier, c'est-à-dire parler librement de ce qui s'était passé 40 ou 50 ans avant. J'ai noté un autre point que je voulais vous soumettre. Vous ne saviez pas que vous étiez juif. Alors pourquoi et comment vous l'avez appris? Je ne savais pas que j'étais juif parce que mon père était ukrainien, ma mère polonaise, et qu'ils passaient leur temps à travailler. Ils ne me parlaient qu'en français pour que je m'intègre plus vite. Et j'ai appris que j'étais juif la nuit de mon arrestation. Et j'ai appris que ce mot juif que j'avais jamais entendu, condamné à mort, puisqu'on voulait me tuer et que je le savais clairement, puisque autour de moi j'entendais dire si tu fais ça, tu vas mourir, si tu fais ça, tu vas être envoyé dans un camp de travail. Donc je savais qu'on voulait nous tuer. Donc le mot juif pour moi était connoté de ça condamne à mort. Et comment vous en êtes sorti? Qu'est-ce qui vous a sauvé? Je suis pas sûr de m'en être sorti complètement. Et ce qui m'a sauvé, c'est la rage et le plaisir de comprendre. Ça me paraissait effarant que des adultes, que des hommes tuent des enfants pour des raisons que les enfants ignorent. J'avais 6 ans et demi, je n'avais pas eu le temps de commettre de bien grands crimes. Hein. Je ne m'étais pas lavé les mains avant de passer à table, voilà les crimes que j'avais commis. Mais ça m'a tellement étonné que j'ai été atteint d'une maladie précieuse, la rage de comprendre. Il fallait que je comprenne et ça a gouverné toute mon existence. Toute ma vie a été gouvernée par cette rage qui s'est transformée en plaisir de comprendre. Vous avez été sauvé, je crois, par une femme, c'est ça? Oh, j'ai été sauvé par une série de femmes. Les femmes sont folles de moi. Hein. C'est-à-dire, elles m'ont sauvé quand j'étais enfant, elles achètent mes livres maintenant. J'ai de la chance qu'il y ait des femmes autour de nous. Hein. Donc votre père, Aaron Cyrulnik, était ukrainien. Quel souvenir vous en gardez? Très peu. Il s'est engagé dans l'armée française dès le début des hostilités, 1939, j'avais 2 ans. Donc j'ai un souvenir ou deux des images d'avant-guerre et un souvenir de lui
en uniforme français. Et ça me rendait très fier, parce que je me disais, lui, il ne se soumet pas. Lui, il combat le nazisme, et j'avais 6 ans. Et j'étais très fier de l'uniforme de mon père. Mais j'ai très peu de souvenirs de lui. Et votre mère? Vous avez quelques souvenirs Alors, également ou très peu? Très peu de souvenirs aussi, parce que à cette époque-là, quand un homme s'engageait dans l'armée, la femme, il n'y avait pas d'aide sociale. La seule aide, c'était la famille. Et dès le début de 40-42, ma famille était soit à l'armée française, soit les jeunes dans la résistance, où beaucoup sont morts, soit déjà à Auschwitz. Donc il n'y avait plus de famille autour de moi, mais il y avait des justes. Du coup, que signifie le mot Ukraine pour vous? Qu'est-ce que ça fait résonner en vous? Alors c'est des racines que je ne connais pas, hein. C'est des racines intellectuelles. La famille de mon père a été ukrainienne. Il paraît que mon nom à Kiev, c'est l'équivalent de Dupont. Donc j'ai un nom d'une très grande banalité. Et je connais, alors, pour moi, et de plus il n'y a pas longtemps, j'ai appris que mes racines étaient ukrainiennes, puisque je n'avais pas de papier, je ne connaissais pas ma famille. Et c'est maintenant, grâce à Internet, qu'on m'envoie des mails, on m'envoie des photos. Donc c'est maintenant que je découvre, à mon âge, que je découvre des racines incertaines. Alors pour moi, Kiev, c'était la Russie, hein. L'origine de la Russie, c'était Kiev. Et je ne comprends pas ce qui se passe. Je ne comprends pas. Tous mes amis ukrainiens parlent russe. Donc je ne comprends pas. J'ai peur qu'en ne comprenant pas, je crois que c'est ce qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que c'est absurde. C'est un crime absurde. Un crime immense tout le monde est perdant. Les Ukrainiens, les Russes et nous. On va perdre plus ou moins, mais on va tous perdre. Les Égyptiens, actuellement, sont déjà en famine. Ils n'ont plus de blé. Tout le monde va perdre. J'ai du mal à comprendre ça. Mais le mot Ukraine signifiait pour moi origine de la belle Russie. Et j'apprends aujourd'hui avec étonnement que Poutine force ces gens à faire une nation. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui de ces racines avec l'Ukraine, même si elles sont distendues, même si elles sont mal connues de vous? Finalement, qu'est-ce qu'il en reste? Le plaisir de découvrir un beau pays, une belle culture, des belles blondes, des belles danses. Les Russes ont un sens, tiens ça m'a échappé, et les Ukrainiens ont un sens de la fête, de la culture, de l'art, qui a marqué la culture française. On ne peut quand même pas interdire le Bolchoï, on ne peut quand même pas interdire Dostoïevski, on ne peut pas interdire Guerre et Paix, ça a marqué notre culture. Comment est-ce que vous jugez certaines institutions culturelles qui ont mis au banc tout ce qui est russe? Est-ce que c'est vraiment le rôle finalement du monde de la culture de faire de la géopolitique? Et enfin, et surtout, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? Alors, je ne suis pas un grand politicien, mais je pense que si on voulait vraiment nuire à Poutine, il faudrait qu'on ferme les robinets de gaz et qu'on ait froid et qu'on ne puisse plus cuisiner. En s'altérant nous-mêmes, on ferait du mal à Poutine. Or, on continue à lui acheter son gaz et avec cet argent, il continue à financer la guerre. Alors ça me paraît absurde qu'on veuille boycotter les Russes alors qu'ils nous ont apporté des merveilles. Donc qu'on boycotte Poutine, si on avait le courage de le faire, il faudrait le faire, mais pas boycotter les artistes, pas boycotter les écrivains, les philosophes, les musiciens qui ont embelli notre culture. Ils étaient amoureux de la France. Donc ça, je comprends. Encore un point que je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous ressentez, vous, personnellement, face à cette guerre qui se déroule en Ukraine? Un immense malheur. C'est-à-dire que ça me rappelle, quand j'entends à la télévision le bruit des bombes, ça me rappelle ce que j'entendais pendant la guerre de 40. Quand je vois les armées dans la rue, ça me rappelle la guerre, ça me rappelle même la guerre de la libération de la France. Quand je vois les armées défiler, les armées russes, ça me rappelle l'armée allemande rentrant dans Bordeaux.
Et donc, ça, j'étais convaincu que jamais on ne retrouverait ces impressions. Elles reviennent. Alors ça, c'est un choc de voir que ça revient alors que j'étais convaincu que ça ne reviendrait jamais. Ça vous inquiète ? Oui, ça m'inquiète. D'abord parce que je suis convaincu qu'on va tous perdre, on est tous perdants. Et ça m'inquiète parce que quand on déclenche une guerre, on ne sait jamais ce qui va se passer. Et ce n'est pas forcément le plus fort qui gagne. On voit au Proche-Orient, ceux qui ont gagné les guerres, c'était souvent c'était pas les armées, c'était pas les grandes armées. Les Russes ont perdu la guerre en Afghanistan, les Américains ont perdu, et les Français ont perdu la guerre en Afghanistan. Les Français viennent de perdre la guerre au Mali, alors que l'armée avait gagné la guerre. Donc peut-être que les Russes vont gagner la guerre militaire, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont gagner la guerre. Ils vont déclencher une résistance ukrainienne et européenne. Ils vont se transformer en armée d'occupation, donc tout le monde va les haïr. Et peut-être ils vont, même si leur armée gagne la guerre, ils vont peut-être perdre la guerre quand même, mais en attendant, il y aura eu des millions de morts et de malheurs. Il y a aussi les réfugiés, 1800 sont arrivés à Nice. Dans quelle souffrance psychologique est-ce qu'on se trouve quand on a vécu ce genre de traumatisme qu'est la guerre ? Alors on peut affirmer que tous souffrent. Mais si avant le trauma, avant la guerre, ils avaient acquis des facteurs de protection dans une famille stable, ils étaient bien entourés, ils vont souffrir de la guerre. Et si après ils sont accueillis par la France et par la Pologne, par d'autres pays, ce qui semble le cas, ils vont se sentir soutenus. Et si on les aide à comprendre ce qui s'est passé, la plupart vont reprendre un bon développement, mais ils ne vont pas oublier le fracas, la blessure, l'arrachement qu'ils auront ressenti. A l'inverse, ceux qui ont, avant la guerre, avaient acquis des facteurs de vulnérabilité, famille instable, maladie, précarité sociale, ceux-là vont encore plus souffrir de la guerre, et si on ne les soutient pas après la guerre, ils vont se sentir seuls, et si on ne les aide pas à comprendre, alors là, il va y avoir une souffrance durable. Donc tout le monde va souffrir, mais certains vont s'en remettre, alors que d'autres vont souffrir toute leur vie. Il y a aussi le cas des enfants frappés par la guerre. Pour eux, le traumatisme est différent. Oui, pour les enfants, il faut faire la distinction entre les enfants préverbaux, avant l'âge de 3 ans, les enfants entre 3 ans et 6 ans, où ils parlent mais ils n'ont pas accès au récit, à l'histoire, et les enfants à partir de 6, 7, 8 ans qui ont accès à l'histoire. Les enfants préverbaux ne souffriront pas si leur mère ne souffre pas. C'est-à-dire qu'il faudra sécuriser leur mère pour qu'elle devienne sécurisante pour leur enfant. Et beaucoup d'enfants, pendant la guerre de 40, ont traversé la guerre sans souffrir. Parce que leur mère était à la campagne, parce que leur mère ne souffrait pas, parce que la famille était stable, parce qu'ils n'ont pas été bombardés. Ensuite, quand les enfants parlent, ils vont comprendre qu'il y a un mystère, qu'il y a quelque chose. Alors, si on en parle trop, on va leur faire peur, et si on n'en parle pas du tout, on va les angoisser. Donc c'est pas facile. Il faudra donc en parler autour en disant voilà, il nous arrive une grosse épreuve, mais on va s'associer pour trouver des solutions. Et ce n'est qu'après l'âge de 7-8 ans qu'il faudra dire voilà, une partie des Russes, pas les Russes, une partie des Russes galvanisés par Poutine qui prépare cette guerre depuis une génération, depuis 15 ans. Il prend des enfants et il leur apprend déjà la haine des Ukrainiens. Ça fait 15 ans. Les nazis ont fait la même chose, c'est-à-dire avec les jeunesses hitlériennes. Donc il galvanisait, il prenait les enfants, il leur apprenait la haine de tout ce qui n'était pas blond aux yeux bleus, puis la race supérieure. Donc il a fait la même chose. Et là, il faudra expliquer à ces enfants, voilà notre filiation, voilà notre histoire. L'Ukraine a eu ce moment glorieux, la beauté, a eu ce moment honteux pendant la Seconde Guerre mondiale, où les Ukrainiens, les grands-parents de ceux qui souffrent aujourd'hui et qui aujourd'hui sont d'une grande générosité, leurs grands-parents ont été d'une très grande cruauté pendant la Seconde Guerre mondiale. Ça fait partie de notre histoire, il y a des choses merveilleuses, il y a des choses difficiles, je crois qu'on peut dire ça de tous les pays. Comment faire face à ces traumatismes et est-ce qu'on peut parvenir à changer ces souvenirs traumatiques ? Alors, la mémoire saine
est une mémoire évolutive. La mémoire, ce n'est pas le retour du passé, c'est la représentation du passé. On va chercher dans notre passé des mots, des images qu'on agence pour en faire un récit. C'est-à-dire que la mémoire des souvenirs est intentionnelle, donc elle change. Si je suis vulnérable, blessé, je déprime, j'ai beaucoup d'épreuves, je vais chercher dans mon passé des images, des faits vrais qui vont expliquer pourquoi je déprime. Si au contraire je suis dans une période heureuse de ma vie, je me sens bien, j'ai une famille qui marque des copains, je travaille, ça va bien, je vais chercher dans mon passé d'autres images, d'autres mots tout aussi vrais dont je vais faire un récit. Je peux donc faire des récits totalement opposés et pourtant aussi vrais les uns que les autres. Donc la mémoire est intentionnelle. Est-ce qu'il est possible de remanier des souvenirs, voire même de parvenir à les changer? La mémoire saine est évolutive et on peut changer, on change les récits en parlant. Parce que quand je vous raconte, quand vous m'invitez à parler de mon enfance, à la mémoire de mon enfance, je vais ajouter la mémoire de ce que je vous ai raconté. Donc je vais déjà changer la représentation parce que j'ai été obligé de dire en 2-3 phrases ce qui m'est arrivé. Donc grâce à vous, j'ai déjà un peu changé la mémoire de mon passé. Et puis en plus de ça, grâce à vous, vous m'avez invité à rendre public quelque chose qui pendant 40 ans a été caché, impossible à dire. Donc merci, vous avez participé au changement de ma mémoire. Donc, et ça on le fait tous, hein. La mémoire elle change tout le temps, donc c'est un piège aussi ça, c'est que la mémoire change tout le temps et on voit dans les récits collectifs, alors là c'est le vainqueur, c'est le dominant qui va chercher les faits vrais qui permettent d'expliquer pourquoi il est légitime de dominer et ceux qui sont dominés vont chercher d'autres faits vrais qui vont expliquer pourquoi il n'est pas légitime d'être dominé, ce qui explique les incessants conflits sociaux. Pour les réfugiés ukrainiens, il faudra beaucoup de résilience, c'est un mot que vous connaissez particulièrement bien. Comment est-ce qu'on peut définir la résilience? Il n'y a pas plus bébête et plus logique que la définition de la résilience. C'est la reprise d'un nouveau développement après un traumatisme. Vous êtes traumatisé, si vous ne faites rien, vous êtes KO debout, ou bien vous pensez qu'à ça, c'est le syndrome psychotraumatique. Et si vous voulez, comme disent les gens, si je veux m'en sortir, il faut que je cherche en moi et autour de moi ce qui va me permettre de m'accrocher pour reprendre un développement. Mais ça ne sera pas le développement d'avant, puisque il y a eu des morts dans la guerre, il y a eu des ruines, j'ai été obligé de fuir mon pays. Ça ne pourra pas être comme avant, mais ça pourrait être bien, mais pas comme avant. C'est la définition de la résilience. Comment est-ce qu'on peut expliquer le décalage qu'il y a parfois entre le souvenir et le réel? Il y a toujours un décalage entre le souvenir et le réel. D'abord parce que le réel n'est pas conscient. Le réel, est-ce que vous ne prenez pas conscience qu'actuellement votre corps est en train de consommer beaucoup d'énergie uniquement pour rester assis, pour lutter contre l'attraction terrestre. Sinon on serait tous à plat ventre attirés par le centre de la Terre. Vous n'en prenez pas conscience. Vous ne prenez pas conscience que vous avez une chemise. Vous avez pris conscience, quand vous avez mis la chemise, vous avez dit tiens, vous avez pris conscience que vous mettez la chemise, 30 secondes après, vous n'en prenez plus conscience. Donc le réel, on ne sait pas ce que c'est, on n'en prend pas conscience. La réalité, c'est la représentation du réel. La réalité, tiens, je prends cette couleur verte, tiens, je prends la fraîcheur du temps, tiens, je suis avec vous en train de dire des choses très importantes. Donc ça, c'est la réalité, c'est-à-dire c'est la représentation du réel qui change, comme vous m'avez invité à le dire, qui change tout le temps. Pour les réfugiés, que peut apporter un pays comme Monaco pour les prendre en charge, y compris psychologiquement? Alors, pour aider les réfugiés, aujourd'hui, il y a 2 mots-clés, soutien, sens. Si on les laisse seuls, il y aura énormément de syndromes psychotraumatiques. Si on les entoure, il y en aura, mais beaucoup moins. Si on fait un raisonnement sur une population, soutien. Et le soutien, c'est peut-être parfois pas grand-chose. C'est une chambre, c'est une école désaffectée, c'est un sourire, c'est une aide, on cherche à vous comprendre. Pour nous, c'est une banalité parce qu'on a la chance de vivre dans un pays encore en paix.
Mais pour eux, c'est énorme. Quand on est désespéré, une main tendue, c'est énorme. Et cette main tendue, c'est parfois pas grand-chose. On cherche à vous comprendre. Et le deuxième mot-clé, c'est comprendre. On cherche à vous comprendre. Et plus tard, quand la guerre sera terminée, il y aura des morts, il y aura des fracas, il y aura des ruines. On va chercher à comprendre ce qui s'est passé. Et là, on voit qu'il y a un travail à faire qui va durer toute leur vie. Toute leur vie, ces Ukrainiens vont dire « j'ai été chassé de mon pays par un homme qui a galvanisé, fanatisé une partie des Russes, on ne sait pas pourquoi, et qui a provoqué une guerre. » On parle de la guerre en Ukraine, mais ça fait des années que ça a commencé. Quand il a rasé la Tchétchénie, il a bombardé un pays, il a complètement rasé, on l'a laissé faire. Quand il a aidé Bachir el-Assad à récupérer le pouvoir qu'il avait perdu, grâce aux Kurdes et grâce aux armées anti, on l'a laissé faire. Quand il a bombardé la Géorgie, on l'a laissé faire. Donc on l'a tout le temps laissé faire et maintenant on se rend compte qu'on aurait pu facilement intervenir alors que maintenant ça va être difficile. Dans le Midi où il y a beaucoup d'incendies, on dit quand un incendie démarre, on peut l'arrêter avec une branche, en tapant sur l'incendie. Quand la forêt flambe, on ne peut plus l'arrêter. Et là, maintenant, la forêt flambe, je ne sais pas ce qu'il va falloir faire. Finalement, la reconstruction de ces réfugiés ukrainiens, elle ne pourra débuter que lorsque cette guerre sera terminée ou elle pourra commencer avant? Non. Pour l'instant, les Ukrainiens sont dans la résistance. Plus tard, quand ils reprendront un autre bon développement, ils seront dans la résilience. Mais ceux qui vont entrer en résistance vont mettre dans la mémoire une fierté. J'ai été fier, on m'a entouré, c'est ce que je dis moi, je me suis évadé, les justes m'ont entouré, merci les justes, merci la France, merci les justes de m'avoir entouré. Donc la résistance qui se passe actuellement va laisser dans l'âme des Ukrainiens une fierté. Et je pense que pour l'instant, Poutine est en train de faire le pays qu'il voulait défaire. Il est en train de faire une solidarité ukrainienne, des Ukrainiens entre eux et de tout le monde occidental et même peut-être proche-oriental qui est en train de les soutenir parce que les retombées sont incalculables et les Égyptiens commencent déjà à souffrir de la guerre d'Ukraine. Cette guerre, c'est aussi une catastrophe écologique. Qu'est-ce que ça vous inspire de ce point de vue-là? Alors la guerre est une catastrophe écologique, mais on était déjà dans la catastrophe écologique. Catastrophe écologique de l'hyperconsommation et catastrophe écologique de l'hypercirculation. Est-ce qu'on va arrêter cette civilisation de la consommation On aura du mal. Les virus, il y en a des millions autour de nous. Certains sont bénéfiques. Ils nous permettent, ils sont dans notre intestin, sur notre peau, ils nous permettent d'être en bonne santé. Mais lorsqu'on fait des élevages immenses, les excréments des vaches se mélangent aux excréments des oiseaux et inventent un nouveau virus, sans arrêt. Et dans ce cas-là, un virus, c'est rien. C'est quelques brins d'ADN, 8, 10, 12, avec un petit sac de lipides, de graisse. Quand ça rentre dans le cerveau, ça fait éclater les cellules cérébrales. Quand ça rentre dans le poumon, comme le Covid, ça fait éclater les poumons. C'est la consommation qui provoque le virus. Et c'est les avions, le transport, nos déplacements qui transforment ce virus en pandémie. Est-ce qu'on va arrêter de prendre des avions? Est-ce qu'on va arrêter de consommer de la viande? Là, il va y avoir des débats de civilisation pas faciles. Et la catastrophe avait commencé avant. Et maintenant, la catastrophe continue. Et même, ce qui est très inquiétant, c'est qu'il y a des centrales nucléaires partout. Qui va empêcher un terroriste? Maintenant, les terroristes ont des petits lance-fusées comme en Afghanistan, où un homme seul, à vélomoteur avec une fusée, faisait exploser un char. Il arrivait avec son vélomoteur, il mettait son lance-fusée, le char explosait, il repartait, il se cachait. Une armée surpuissante n'a pas gagné la guerre. Donc, qui va empêcher maintenant un terroriste d'envoyer une fusée sur une centrale nucléaire?
Là, je pense et là, alors là, c'est pas le virus qui va. Donc, je ne sais pas ce qui va se passer, parce que quand on déclenche une guerre, on ne sait pas ce qui va se passer, et on ne sait pas qui va gagner la guerre. Et parfois, c'est le plus faible qui gagne la guerre. Goliath. Le prince Albert s'engage beaucoup en faveur de l'écologie, mais est-ce que, de votre point de vue, les pays dans leur ensemble font assez pour l'environnement ? Non, Monaco a une tradition océanographique et agronomique, hein. Donc il continue. Merci Monaco, c'est très appréciable. Mais je pense que les gouvernements, nos décideurs politiques n'ont pas pris la dimension du fracas écologique. Parce que le fracas écologique nous abîme biologiquement, individuellement. Actuellement, les perturbateurs endocriniens sont tellement... Il y a partout dans l'eau que les animaux sont en train de changer. Il y a tellement de pseudo-hormones femelles dans l'eau, des rivières, dans l'eau des océans, qu'il y a de moins en moins de poissons mâles. Que vont faire les poissons femelles quand il n'y aura plus de mâles? Donc, et comment nous, on va faire pour manger les poissons quand ils ne se reproduiront plus? Alors les femelles auront le choix, ou bien mourir, ou bien inventer la parthénogenèse, c'est-à-dire qu'une femelle devient la mère d'une femelle, qui devient la mère d'une femelle, ce qui existe déjà chez les lézards et ce qui commence à exister chez les girelles en Méditerranée. Donc les poissons commencent déjà à s'adapter aux hormones femelles qui baignent partout dans l'eau. Et nos propres enfants, les petites filles aujourd'hui, font des pubertés à 8 ans. Ça les métamorphose complètement. Elles sont plus mûres psychologiquement que les garçons. Ça reste entre nous, ça, vous ne l'écrivez pas. Hein. Donc, elles sont plus mûres que nous, ce qui explique en partie leurs très bons résultats scolaires, mais elles sont plus anxieuses. Donc on voit que dans les consultations de pédopsychiatrie, il n'y a que des petits garçons parce que les petites filles sont plus mûres, mais après la puberté, on voit apparaître les femmes parce qu'elles sont plus anxieuses que les garçons. Et ça c'est provoqué par un désastre, une modification de nos perturbateurs endocriniens, les branches de lunettes, le plastique, les sacs en plastique, le coltane des téléphones portables. Est-ce qu'on va y renoncer? On participe à la pollution et ce n'est qu'un début. Donc finalement, c'est un choix de société qu'il faut faire. C'est un choix de société, c'est un choix de civilisation. Et on a beau expliquer, commenter, les décideurs politiques n'ont pas pris la mesure et continuent pour des raisons économiques. Hein, c'est l'idole dollar continue à organiser la société et on va le payer très très cher. Qu'a changé l'épidémie de Covid-19 et les différents confinements pour nos sociétés? Alors, après chaque catastrophe, qu'il s'agisse d'une catastrophe écologique, des épidémies de peste, comme il y en a eu à Marseille et à Nice, en 1348 et à 1720, il y avait une épidémie de peste terrifiante à Nice, et l'armée du comte de Savoie entourait Nice et tirait sur les Niçois qui cherchaient à s'échapper. Alors ça, c'est du confinement. Hein. Et il y avait un Européen sur 2 a été tué en 2 ans. La culture changeait. Après chaque catastrophe, le tremblement de terre de Lisbonne, 1758, la culture changeait. Il fallait bâtir des maisons différentes, il fallait faire des grands espaces. Ça a modifié la hiérarchie sociale. Les aristocrates ont perdu leur puissance après chaque catastrophe. Après la guerre de 1945 en France, où les hommes n'avaient pas été glorieux, 3 ans de service militaire, 4 ans de prisonniers de guerre, pendant 7 ans, les femmes ont tout fait marcher. Elles ont pris conscience qu'elles étaient capables de tout faire marcher. Début du féminisme, révolution culturelle. Après chaque catastrophe, il y a une révolution culturelle. Là, il y a une catastrophe, il y a eu des morts. Grâce au confinement et au vaccin, il y en a eu moins que ce qu'on aurait pu craindre, mais il y a eu des ruines. L'économie a déjà changé. Il faut bien qu'elle reprenne, mais si elle reprend comme avant, il y aura un nouveau virus dans 3 ans. Et on va rentrer dans le siècle des virus. Donc, et puis, quand on est en désorganisation sociale, les gens sont anxieux, ils ont peur. Et ils votent pour un dictateur. Un grand nombre de dictateurs ont été élus démocratiquement. Hitler a été élu.
Bolsonaro, Erdogan, qui sont des régimes autoritaires, ont été élus. Et c'est fréquent. Ivan le Terrible a été élu. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a une catastrophe, beaucoup de dictateurs en profitent pour prendre le pouvoir. On leur donne le pouvoir. Et puis, après des catastrophes, il y a une nouvelle évolution possible, c'est-à-dire une renaissance. Et là, on réorganise la civilisation, la manière de vivre ensemble. Devinez quel est mon choix. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie.